Des animaux à la taille démesurée, avec des dents pointues qui ne laissaient aucune chance à leur proie, évoluaient il y a des millions d'années sur une terre qui ne ressemblait pas encore à celle que l'on connaît aujourd'hui. Sébastien Steyer, chercheur CNRS, les appelle ces bestioles. Ces animaux vivaient avant les dinosaures et ce paléontologue passionnant cherche à reconstituer leur mode de vie et leurs environnements. Les dernières technologies permettent même de savoir à quoi ressemblait leur cerveau. Le monde que raconte Sébastien Steyer est digne des films de science-fiction les plus fous. Dans ce monde, les 1000 pattes mesurent 2 mètres de long et les insectes peuvent être 2 fois plus grands que les hommes. Sébastien Steyer vous propose aujourd'hui un voyage dans le temps, peuplé de créatures reconstituées scientifiquement. Il dit que les animaux qui vivaient sur notre planète avant le règne des dinosaures sont les grands oubliés de la paléontologie. Les aventuriers sur France Inter. Bonjour Sébastien Steyer. Bonjour. Pour commencer, j'aimerais bien que vous nous emmeniez dans le monde d'avant. Le monde d'avant les dinosaures, il y a 370 millions d'années, vous êtes d'accord ? Oui, par exemple, 370 millions d'années, c'est une bonne date parce que ça correspond à l'apparition en fait de notre propre groupe, c'est-à-dire des tétrapodes. Tétra c'est 4, podos c'est le pied, donc ce sont tous les vertébrés aujourd'hui qui ont des vertèbres donc et aussi des membres, des pattes. On en reparlera des tétrapodes, mais il faudrait que vous nous décriviez la faune, la flore, les arbres, le ciel, la terre. Alors, le monde était vraiment très différent du monde actuel. On avait en fait une grande masse continentale au nord qu'on appelle la Laurasie ou la Laurussie en fonction des auteurs, et puis une autre grande masse au sud qu'on appelait le Gondwana. Et en fait, ces 2 mégablocs n'étaient pas encore assemblés. Ils ne formaient pas encore ce qu'on appelle la Pangée. Et entre ces 2 continents nord et sud, il y avait des sortes de lagunes, de marécages, de mangroves à perte de vue, avec des racines de plantes différentes de celles d'aujourd'hui. Et au sein de ces racines, dans ce monde labyrinthique, boueux et vaseux, est apparu justement le groupe des tétrapodes. Il y avait des sortes de salamandres géantes qui se sont vues finalement pousser des doigts, des pattes, et qui, beaucoup plus tard, en fait, se sont développés sur la terre ferme. Des animaux qui mesuraient plusieurs mètres de long, des insectes énormes. Oui, voilà. Alors, dans l'océan, dans les mers de l'époque, il y avait déjà des poissons osseux avec des nageoires robustes. Il y avait des requins avec des formes complètement hallucinantes. Il y avait une grande diversité au niveau de cette faune lacustre, de cette faune marine. Dans les airs, on voit apparaître déjà les premiers insectes. Il faudra attendre un peu plus tard, à moins 300 millions d'années, pour voir apparaître des insectes géants. Mais on avait déjà en fait des espèces de blattes de plusieurs centimètres de long facilement. On avait des espèces de scorpions d'eau douce géants qui faisaient 2 mètres de long. On avait toute une faune vraiment différente en fait de la faune actuelle et qui donnera plus tard naissance en fait à ce qu'on appelle la faune moderne. Voilà votre monde, Sébastien Steyer, un monde que vous étudiez, que vous essayez de reconstituer, et vous avez même tenté de reconstituer le son des mondes fossiles en musique avec un de vos amis qui s'appelle Raphaël Didjaman. Est-ce que c'était un monde paisible il y a 370 millions d'années ? Je pense que oui, parce qu'il n'y avait pas encore d'humains. Et en fait, ces espèces-là, si différentes soient-elles en fait pour nous, finalement composaient des écosystèmes qui ont disparu et qui se sont empilés entre guillemets au cours du temps. Donc le travail finalement du paléontologue, c'est de reconstruire ces mondes perdus qui constituent en fait l'histoire de notre biodiversité. Et notre histoire. Et notre histoire à nous, puisque nous sommes des tétrapodes, nous appartenons en fait au même groupe
que ces premières salamandres qui avaient des pattes et qui évoluaient dans ces environnements très particuliers. Je vous ai demandé si ce monde était paisible, mais ces animaux se mangeaient entre eux, se battaient. Oui, alors effectivement, il y avait des carnivores, il y avait des détritivores, il y avait des herbivores, il y avait déjà les maillons en fait qui constituent les différentes chaînes trophiques actuelles. Tout ça n'a pas bougé finalement, ce sont les boîtes qui composent ces maillons ou les chaînes qui composent ces maillons qui ont changé au cours de l'évolution, puisque l'évolution c'est une succession d'extinctions et de spéciation, donc d'apparition d'espèces. Mais les continents à cette époque-là étaient déjà bien structurés, entre guillemets, avec des forêts certes très différentes des forêts actuelles, des lagunes, des vertébrés, ce qu'on appelle des invertébrés, donc tout ce qui est arthropodes, crustacés, insectes, etc. Et on avait en fait cette vie naturellement calme, si je puis dire, qui évoluait plus ou moins tranquillement à des rythmes différents en fonction des espèces. Comment sait-on tout ça, Sébastien Steyer, grâce aux fouilles que l'on fait? Je sais que on fouille beaucoup en Afrique, je crois, en Zambie, en Tanzanie, en Algérie, au Niger. Oui, voilà. Alors le travail du paléontologue est surtout un travail à la base de terrain. Donc, on fait des hypothèses de travail sur l'évolution de certains groupes. Ensuite, on va sur le terrain pour trouver des fossiles et confirmer ou non, en fait, nos hypothèses de travail. Vous êtes parti au Niger en 2005, notamment dans une région très inhospitalière, dans le paysage autour, c'était plein de dunes, de cailloux. Racontez-nous un peu. Oui, on était en fait dans le Sahara nigérien, donc tout au nord du Niger, entre la frontière en fait nigérienne et algérienne, et on prospectait avec une équipe pluridisciplinaire et internationale. Et on était en autonomie, en fait, pendant plusieurs semaines dans le Sahara. Et là, qu'est-ce qu'on cherche ? Et là, on cherche, en fait, des fossiles de vertébrés. Donc, on a des cartes géologiques qui nous indiquent, en fait, l'âge des roches que l'on va croiser en surface, sur lesquelles, en fait, on marche. On sait que le sable du Sahara est un résultat de l'érosion éolienne qui balaye, en fait, des surfaces rocheuses d'âges différents. Donc, grâce aux travaux des géologues, on cible en fait ces zones et ensuite on va sur le terrain pour prospecter, c'est-à-dire faire des treks dans le désert et on a les yeux complètement rivés en fait sur le sol pour essayer de détecter la moindre petite esquille d'os qui apparaît en surface. On retrouve des vestiges vieux de plus de 300 millions d'années ? Oui, on était dans un terrain compris entre moins 250 millions d'années et moins 300 millions d'années, ce qu'on appelle le Permien, qui est la dernière époque de l'ère primaire ou l'ère paléozoïque, donc avant les dinosaures. Un autre paléontologue est allé fouiller au Niger en 1965, ça commence à dater. Philippe Taquet, ancien directeur du Muséum national d'histoire naturelle, vous connaissez forcément Philippe Taquet, était invité de l'émission Le Bon Plaisir sur France Culture en 1996, il raconte. Mon patron de l'époque, le professeur Jean-Pierre Lehmann, m'a appelé dans son bureau en me disant, voilà, des géologues français viennent de m'avertir qu'ils avaient découvert des ossements. Est-ce que vous êtes d'accord pour aller éventuellement au Niger sur ce site ? Et pendant 3 semaines, un mois, je suis passé d'émerveillement en émerveillement, parce que être le premier paléontologue professionnel à venir découvrir un site avec des crocodiles, des poissons, des tortues, beaucoup de choses, des coquilles, enfin un monde pétrifié, fossilisé, dégagé par le vent de sable, lisible là sur le sol, et être le premier à regarder tout cela, c'était un moment d'une extraordinaire, d'une jouissance intellectuelle formidable, et c'était la grande chance de ma vie, et bien sûr que je l'ai saisie à ce moment-là. Vous avez connu cette émotion, Sébastien Steyer. Oui, j'ai même suivi les pas finalement de Philippe Taquet, alors pas dans le Mésozoïque, mais dans le Paléozoïque. Et on est même partis ensemble en Algérie, dans le Sahara algérien. C'était des missions formidables que Philippe Taquet organisait. Et on a trouvé vraiment de belles choses. Et c'est vrai que ce sont des paysages magnifiques. Et à chaque découverte, on a
cette espèce de jubilation intellectuelle d'être finalement les premiers à découvrir ces fossiles qui ont des millions d'années et qui sont tout simplement, j'ai envie de dire, dégagés par les vents de sable. Il faut votre regard pour retrouver ces fossiles. Moi, je ne verrai rien. Aussi, je pense que vous verriez des vertèbres, des côtes. On retrouve ça en fonction de l'état de conservation. Et si on a un petit peu de chance, on arrive avant que les prochains vents de sable arrivent et ne détruisent tout. Et donc, c'est vrai qu'il y a un facteur chance quand même dans les découvertes et qu'il faut avoir l'œil dans le sens où il faut avoir ce qu'on dit, nous, paléontologues, la rétine formée. Mais ça s'apprend assez vite. Et il faut surtout de la patience, en fait, pour pouvoir tomber au bon moment, au bon endroit et découvrir, en fait, ces fossiles pétrifiés. خلاص ما بقاش صاحب بيت، خلاص سابني لوحدي، كان كل يوم معايا بيشاركني في الأحلام، ولما غاب عني بقيت أحلم لوحدي، كان غيران من قلبي، فسابني في عز الليل وقال لي أنا ماليش مكان في لياليك، أنا حروح لقلب عمره ما دام، أنا ماليش مكان في لياليك، أنا حروح لقلب عمره ما دام. Cette incroyable voix, c'est celle de Natacha Atlas, Elle Known. Les Aventuriers sur France Inter. Sébastien Steyer vit au Muséum national d'histoire naturelle avec des fossiles issus du fond des âges, des vestiges d'un bestiaire disparu. Au milieu de ces fossiles,
des tétrapodes. Des animaux à 4 pattes existaient déjà il y a 375 millions d'années. Sébastien Steyer est un des rares spécialistes des stégocéphales, de lointains ancêtres des reptiles et des amphibiens qui évoluaient entre terre et mer, des monstres à écailles de plusieurs mètres de long. Sébastien Steyer, vous êtes donc un spécialiste des stégocéphales. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, stégé, c'est la plaque, et képhalé en grec, c'est la tête. Donc, ce sont d'anciennes salamandres géantes qui avaient une drôle de tête, en fait, j'ai envie de dire une tête à plaque. C'est-à-dire que leur crâne est composé d'une mosaïque, en fait, de plaques. Un petit peu comme les crocodiles aujourd'hui, sauf qu'on est encore dans le groupe des amphibiens et pas des reptiles. Soyez un peu plus concret, c'était grand, très grand, immense. Oui, alors les stégocéphales avaient des tailles assez diversifiées, un spectre de taille très vaste même, puisque les plus petites font quelques centimètres de long et ressemblent à des petits têtards ou des petites salamandres, et les plus grosses font jusqu'à 8 mètres de long. Et là, on a affaire à des espèces de salamandres avec des têtes un peu de crocodiles qui hantaient les rivières, les lacs et les côtes en fait marines de l'époque. Et qui se déplaçaient entre terre et mer ? Oui, c'est ça. On est vraiment chez ces amphibiens-là dans le monde amphibie. Donc, on est à la fois dans le monde aquatique et à la fois un petit peu sur la terre ferme, bien que ces espèces-là avaient besoin quand même de l'eau pour se reproduire et pour déposer les œufs dans l'eau, comme les grenouilles en fait actuelles, qui ont des œufs gélatineux, comme les poissons. Ils mangeaient quoi ? Alors, elles se mangeaient entre elles, ces salamandres géantes, en fonction des tailles. Elles devaient en fait attraper un petit peu n'importe quel autre organisme qui passait à proximité et qui était de taille plus réduite. On a affaire, d'après la denture, la forme des dents, le nombre des dents, on a affaire à des organismes hyper carnivores. Les dents sont coniques, pointues, avec des bases assez larges, donc elles pouvaient très bien défoncer des carapaces de poissons robustes qui passaient par là, ou de crustacés qui vivaient aussi dans ces environnements aquatiques. Et donc, elle se jetait en fait sur n'importe quel organisme de taille plus restreinte, un peu comme finalement les crocodiles, encore une fois, aujourd'hui. Les stégocéphales avaient 4 membres. Oui, 4 pattes. Alors, 2 pattes à l'avant, 2 pattes à l'arrière. Ils avaient une tête, du coup, assez massive avec ces plaques-là. Ils avaient un corps assez plat, avec peut-être des replis de peau, comme on peut encore l'observer chez certaines salamandres qui ont des tailles assez respectables, notamment je pense au genre Andrias qui est connu en Chine ou au Japon et dont certains spécimens peuvent faire jusqu'à 1,50 m, voire 1,80 m quand même de long. Donc on se base quand même sur certaines espèces actuelles pour nous aider à reconstruire ces espèces fossiles. Et puis ces salamandres-là avaient une queue assez longue, assez souple, qui permettait sans doute à la propulsion en fait de l'animal dans l'eau. Ça devait être assez impressionnant. Dans les années 30, on a découvert Ichthyostega. Pourquoi cet événement est-il si important pour les paléontologues comme vous ? Alors Ichthyostega est une découverte très importante encore aujourd'hui parce que c'est un des premiers tétrapodes justement. C'est une des premières salamandres géantes qui marque en fait l'apparition du grand groupe des tétrapodes auquel on appartient. Donc les tétrapodes aujourd'hui sont les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les mammifères. Et cet Ichthyostega montre que le groupe apparaît il y a au moins 370 millions d'années. Il est connu dans des roches qui sont âgées d'environ 370 millions d'années, qui correspondent à la période nommée Dévonien par les géologues. Et les premiers fossiles ont été découverts au Groenland. Et depuis cette première découverte, au siècle dernier, on en a fait plein d'autres. On connaît aujourd'hui plus d'une dizaine d'espèces de ces Ichthyostega-like et qui montrent qu'en fait que le groupe des tétrapodes était déjà bien diversifié à cette époque. Je vous propose d'écouter Jean-Pierre Lehmann du Muséum national d'histoire naturelle en 1977. Jean-Pierre Lehmann, ça vous parle ? Oui, j'ai beaucoup lu d'articles de Jean-Pierre Lehmann. Je l'ai pas connu parce qu'il est décédé prématurément au laboratoire, mais c'est notre ancien directeur.
Il parlait d'Ichthyostega en 1977 dans les après-midi de France Culture. Ichthyostega, c'est le premier tétrapode connu, c'est-à-dire le premier vertébré à pattes, appartenant aux amphibiens primitifs, aux stégocéphales. Les anoures actuels, dont la grenouille et le crapaud sont des représentants, sont les descendants des stégocéphales. Ces stégocéphales ont disparu depuis le Jurassique, c'est-à-dire depuis environ 200 millions d'années. Mais les stégocéphales sont à la fois beaucoup plus gros et plus ossifiés que les anoures actuels. Quelle a été leur dimension ? 1 mètre, 1,50 m. Oh, c'était de bonnes grenouilles, Oui, ça. De bonnes grenouilles. Il y avait donc de très grosses grenouilles il y a 300 millions d'années ? Oui, alors on est plus proche quand même de la salamandre en termes de morphologie externe ou de silhouette que de grenouilles, mais c'était des tailles effectivement respectables, 1 mètre, 2 mètres, 6 à 8 mètres pour les plus grosses bien plus tard, parce qu'entre-temps on a fait des découvertes dans les mêmes roches, du Dévonien, mais aussi dans des roches beaucoup plus récentes. Et on sait aujourd'hui que le groupe a disparu il n'y a non pas 200 millions d'années, mais 100 millions d'années. Donc Seulement 100 millions d'années. Donc en fait, les derniers stégocéphales vivaient dans les mêmes environnements que certains dinosaures. Ce qui vous intéresse avec les tétrapodes, c'est les 4 membres. Oui, alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on pensait à l'époque que cet Ichthyostega, parce qu'il avait 4 pattes, était terrestre. D'une manière un peu anthropocentrique, parce que nous avons des pattes, des jambes, et on s'en sert en fait pour se déplacer. Donc on pensait que ces premiers tétrapodes étaient tout de suite en fait terrestres et se sont diversifiés en fait sur la Terre à l'époque. Or, on sait maintenant qu'ils étaient bien incapables, ces premiers tétrapodes-là, de supporter leur propre poids sur la terre ferme. Parce que les membres, en fait, étaient constitués d'éléments osseux, d'humérus, radius, etc., qui avaient des formes spéciales et qui ne permettaient pas, en fait, aux membres de s'articuler à 90 degrés, comme le fait encore aujourd'hui des salamandres ou d'autres types de tétrapodes. Donc ça leur permettait de nager ? Eh ben, on ne sait pas trop, justement. On a revu notre copie en termes de fonction. Effectivement, si les premières pattes, si la fonction des premiers membres n'était pas une fonction locomotrice pour se déplacer sur la terre ferme, on se demande si finalement le fait d'avoir des doigts et des espèces de pattes en forme de pagaie ne devait pas aider à mieux manœuvrer le corps entre deux os ou mieux évoluer et se déplacer dans un milieu hyper dense en matière détritique, en débris de plantes, dans des milieux en fait très turbides. Ou alors, l'autre hypothèse aussi pour la fonction des membres, c'est peut-être aussi une manière d'optimiser la reproduction, parce que ces amphibiens géants se reproduisaient en fait dans l'eau, comme les amphibiens actuels. Et quand on regarde la reproduction de certaines grenouilles, en fait, le mâle va agripper la femelle pour optimiser en fait la fécondation des spermatozoïdes qui sont lâchés directement dans l'eau. Donc peut-être que le fait d'avoir des doigts chez ces premiers tétrapodes-là a permis d'optimiser en fait la reproduction. Sébastien Steyer, il faudrait maintenant que vous nous parliez de leur cerveau, car cette émission s'inscrit dans une série qui s'intitule L'intelligence du vivant, et de nombreuses découvertes ont été faites ces dernières années sur le cerveau de ces animaux disparus il y a bien longtemps. Oui, alors ils avaient un cerveau pas très grand, de la taille d'une noix en général, en fonction bien sûr de la taille globale de l'organisme. Ils avaient un cerveau qu'on arrive de mieux en mieux à étudier, à analyser grâce en fait à des méthodes modernes de rayonnement synchrotron. On envoie en fait des rayons X, on fait une radio finalement de nos fossiles, comme on fait une radio quand on se casse un bras ou une jambe, sauf que nos radios à nous, l'élément osseux pivote sur lui-même. Et donc on a un scan 3D qui magnifie en fait la structure osseuse grâce aux rayons X. Et on peut faire ça sur un os, un humérus par exemple, un os des membres, mais on peut faire ça aussi pour un crâne. Et ce qui est super dans l'utilisation de ces méthodes-là, c'est que on a accès à l'intérieur du fossile sans l'abîmer, sans faire de coupe osseuse à l'intérieur. On a accès en fait à ce qu'on appelle la structure endocrânienne,
qui reflète elle-même la forme du cerveau. Et ça, c'est très important pour nous parce que on sait aujourd'hui que tous ces organes portent beaucoup de caractères phylogénétiques, c'est-à-dire que la forme des organes de ces cerveaux-là va apporter beaucoup d'informations sur les relations de parenté de ces espèces. Ça, on le sait grâce notamment aux premières études de CT scan qui ont été faites sur des dinosaures, entre autres, et on applique en fait la même méthode avec les premiers tétrapodes. Donc on peut déterminer qui est le cousin de qui ? Exactement, grâce en fait aux structures endocrâniennes qui reflètent en fait la forme du cerveau. Il y en a d'autres, Sébastien Steyer, qui avant vous ont essayé de reconstituer le passé, c'est Jules Verne. Je vous propose un extrait du Voyage au centre de la Terre, le combat entre deux reptiles marins disparus, lecture de Jean de Sailly, un enregistrement édité par Frémaux et Associés. J'ai devant les yeux deux reptiles des océans primitifs. J'aperçois l'œil sanglant de l'Ichthyosaurus, gros comme la tête d'un homme. On l'a justement nommé la baleine des sauriens car il en a la rapidité et la taille. Celui-ci ne mesure pas moins de 200 pieds. Et je peux juger de sa grandeur quand il dresse au-dessus des flots les nageoires verticales de sa queue. Sa mâchoire est énorme et d'après les naturalistes, elle ne compte pas moins de 182 dents. Le Plesiosaurus, serpent à tronc cylindrique, à queue courte, a les pattes disposées en forme de rame. Son corps est entièrement revêtu d'une carapace et son cou, flexible comme celui du cygne, se dresse à tant de pieds au-dessus des flots. Ces animaux s'attaquent avec une indescriptible furie. Ils soulèvent des montagnes liquides qui s'étendent jusqu'au radeau. 20 fois, nous sommes sur le point de chavirer. Des sifflements d'une prodigieuse intensité se font entendre. Les deux bêtes sont enlacées, je ne puis les distinguer l'une de l'autre. Il nous faut tout craindre de la rage du vainqueur. Il avait une bonne imagination, Jules Verne, ou il était bien documenté ? Les deux. En fait, il était très documenté et très au fait de la paléontologie de l'époque et notamment des découvertes d'une paléontologue anglaise qui s'appelait Mary Anning et qui trouvait en fait dans les strates sur la côte anglaise ces reptiles marins qu'il met en scène d'une manière dramatique au sens littéraire du terme. Et assez juste. Et assez juste, mis à part la taille, les espèces sont bien là, elles ont bien cette forme-là. Et le combat est romancé d'une manière magnifique. Et dans un instant, on parlera des insectes et des oiseaux. Et M, petit jeu. Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. Le métier de paléontologue est un métier d'aventurier, d'explorateur. Il ne faut pas avoir peur du froid, de la chaleur, avoir de la persévérance et puis aussi être bon marcheur pour débusquer les fossiles qui dorment dans les sables du désert. Comme un détective, Sébastien Steyer cherche à reconstituer les étranges morphologies des animaux qui vivaient avant les dinosaures. Alors vous nous avez expliqué, Sébastien Steyer, comment on reconstitue un animal, mais est-ce qu'il faut quand même de gros fragments pour reconstituer un animal ? Oui, plus on a un squelette complet, plus notre reconstitution va être précise. Alors, souvent en fait c'est pas le cas, on n'a que des restes osseux quand on travaille sur les vertébrés, on a un certain pourcentage en fait du squelette et on complète les parties manquantes par l'espèce qui est connue et qui est la plus proche. Mais comment est-ce qu'on complète avec la peau, la couleur, les plumes ? Alors, c'est vrai que le problème se pose sur ce qu'on appelle les parties molles qui ne sont pas préservées. Donc là, à partir d'un ossement, en fait, à partir du squelette osseux, on va rajouter une couche, maintenant tout se fait en 3D, en fait, une couche de muscles. Les muscles vont être déduits de la morphologie directe des os. Parce que chaque petite excroissance osseuse naturelle va permettre en fait l'insertion de tendons qui lui-même va supporter en fait le mouvement du muscle. Donc le passage entre le matériau osseux et ce qu'on appelle la myologie, c'est-à-dire la musculature de l'animal, ça c'est bien compris. Par contre, ce qui est moins compris, c'est qu'est-ce qu'on rajoute sur les muscles. Est-ce qu'on met de la peau plissée ? Est-ce qu'on met de la peau avec une texture zébrée, une texture écailleuse, une texture tachetée? Là, on laisse... on invente pour le moment. Exactement. On laisse, en fait, le paléo-artiste
s'exprimer, c'est-à-dire souvent on travaille avec des artistes naturalistes qui sont des observateurs de la nature actuelle et qui savent que dans un milieu ouvert, par exemple un désert, un animal ne va pas avoir des couleurs flashy. L'animal en question va avoir des couleurs assez neutres. Par contre, dans un sous-bois, où on a des rayons lumineux qui peuvent brouiller un petit peu les pistes des carnivores, on peut trouver des formes qui sont plutôt zébrées ou rayées. Donc on fait des hypothèses jusqu'à la découverte, ça existe, de fragments de peau, de momies entre guillemets, comme c'est le cas de certains dinosaures qui sont découverts en Chine ou d'autres fossiles. Mais les dinosaures, c'est beaucoup trop récent pour vous, Sébastien Steyer. Est-ce qu'il y avait déjà des animaux à plumes dans votre monde ? Non, pas de plumes. La première plume apparaît en fait au Jurassique, notamment avec Archaeopteryx, qui était ce dinosaure en fait quasi recouvert d'une manière complète en fait de plumes. Au Permien, on avait des écailles, on avait des pattes, on avait des antennes en ce qui concerne les arthropodes. On avait déjà des innovations morphologiques intéressantes. Extrait d'une série documentaire diffusée sur Arte, Les Mondes Perdus, l'ancêtre des oiseaux, le dragon à plumes. D'où viennent les oiseaux? Et quels sont leurs ancêtres? Très longtemps, ces questions sont restées sans réponse. Leur arbre généalogique s'arrêtait au plus ancien oiseau connu, un célèbre fossile découvert au XIXe siècle en Allemagne, l'Archaeopteryx, dont le nom grec signifie « aile antique ». Avant cette aile antique, il y avait déjà des animaux volants, mais sans plumes. Oui. Alors, on a le groupe des ptérosaures qui sont bien connus, en fait, ces reptiles volants qui évoluaient dans le ciel à l'époque des dinosaures. Mais avant, on se rend compte, en fait, encore une fois, que l'évolution bricole et part dans tous les sens. On avait déjà des reptiles planeurs que l'on étudie avec Valentin Buffat, notamment, et qui présentaient une sorte de voile ailaire, de membrane, sous-tendue aux membres ou aux côtes, on ne sait pas trop comment encore. Et donc, on est en train de passer ces fossiles-là dans des scanners 3D pour mieux comprendre comment volaient en fait ces premiers reptiles. Et on sait de quoi étaient faites ces voiles ? Alors, on pense qu'elles étaient faites de peau, peut-être monocouche en ce qui concerne les tout premiers, mais par contre, ce qu'on observe, grâce à des conservations exceptionnelles chez les ptérosaures, on observe que la structure de la membrane était multicouche. Il y avait au moins 3 couches qui permettaient, en fait, un peu comme les chauves-souris aujourd'hui, d'avoir des membranes très élastiques, très robustes, qui pouvaient résister à d'éventuelles déchirures pendant le vol ou pendant certains freinages, en fait, de l'animal quand celui-ci attrapait, en fait, ses proies. Et ce sont ces multicouches qui ont inspiré certains industriels ? Oui. J'ai un collègue allemand, Eberhard Frey, qui travaille justement sur ce qu'on appelle ces membranes, en jargon scientifique, c'est le patagium. Et il a observé, en fait, il travaille avec une industrie allemande de textile pour concevoir, en fait, des tentes qui ont des membranes, entre guillemets, qui se déplient hyper rapidement et qui sont utilisées en cas d'urgence après des catastrophes naturelles pour construire, en fait, des hôpitaux, entre guillemets, de fortune et isoler, en fait, les malades ou les accidentés rapidement. C'est ce que l'on appelle le paléobiomimétisme et vous appartenez, je crois, à une cellule de réflexion muséum sur le sujet. Oui, le muséum a mis en place il y a déjà quelques mois, en fait, cette cellule de réflexion dont le but est d'utiliser aussi les mondes fossiles, pas que le monde actuel, pas que le biomimétisme. En fait, les mondes fossiles sont autant de mondes déjà très diversifiés, avec des formes de vie particulières, avec des innovations morphologiques particulières également. Donc tout ça peut-être peut aider à mieux à concevoir en fait des objets ou des technologies pour mieux vivre demain. Donc beaucoup d'idées à prendre. Et tout ce monde que vous nous racontez a disparu il y a 251 millions d'années. Il y a eu une grande crise, la plus grande extinction massive que la Terre ait connue. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il s'est passé un cataclysme volcanique du côté de la Sibérie et de la Chine à l'époque.
On est sur la Pangée, on est au nord de la Pangée, et là on a, d'une manière assez simultanée, on a d'énormes volcans qui se mettent en place et qui commencent à cracher des quantités phénoménales de lave, de poussière volcanique, qui vont monter en fait dans les hautes strates de l'atmosphère et qui vont se répartir assez rapidement tout autour du globe. Du coup, en fait, on a un arrêt momentané de la photosynthèse, on a un ciel qui est devenu assez rapidement sombre, on a une sorte de nuit permanente et toutes les chaînes alimentaires en fait sont impactées. Donc ça, c'est la première idée pour expliquer l'extinction en fait de la fin du Permien, avant les dinosaures. La deuxième idée, on observe dans les strates de cette époque-là d'énormes variations d'isotopes, c'est-à-dire d'éléments chimiques qui nous indiquent que les mers à l'époque étaient complètement asphyxiées. En fait, on a une baisse en oxygène et une énorme augmentation en fait du CO2. Alors, tout ça est peut-être lié au volcan. Aïe, aïe, aïe. Mais en tout cas, on observe. Ça fait penser à ce qu'on vit aujourd'hui. Oui. Le climat est très important. Le réchauffement climatique, alors, il n'est pas dû au volcan aujourd'hui, il est dû à l'homme. Mais on peut prendre des leçons sur le passé pour mieux limiter la casse aujourd'hui, effectivement. Et c'est un petit peu aujourd'hui comme ça que l'on arrive à avoir des crédits en fait pour pouvoir travailler, pour pouvoir chercher des fossiles, en mettant le point sur l'importance des extinctions, importance réelle, c'est pas que pour la recherche de crédit, mais dans une meilleure compréhension de ce qui se passe aujourd'hui. Et quels sont les organismes qui ont survécu à cette crise il y a 251 millions d'années ? Alors, les seuls survivants correspondent à 10% de la biodiversité de l'époque. C'est-à-dire que dans l'autre sens, 90% de toutes les espèces de l'époque sont rayées de la carte. Et les 10% restants, c'est-à-dire quand même des poissons, des plantes, des arthropodes, des reptiles, repeuplent en fait les niches écologiques alors vacantes et se rediversifient quelques centaines de milliers d'années, voire quelques millions d'années plus tard. Ça va finalement assez vite à l'échelle des temps géologiques. Et cela permet de donner naissance aux dinosaures. Oui, on pense que la redistribution des cartes a permis à des proto-dinosaures de sortir de l'ombre et de se diversifier en dinosaures et d'autres groupes qu'on appelle les archosaures. Allez, un petit tour sur la Terre des dinosaures, une série documentaire de la BBC avec la voix d'André Dussolier. Votre voyage vous a mené à la période de l'histoire de la Terre appelée Crétacé. Sur cette terre sans herbe où ne poussent que des fougères et des conifères, l'Himalaya n'existe pas encore. L'Atlantique est de moitié plus étroit que celui que vous connaissez. Ce monde est dominé par les dinosaures. La route du temps traverse les chasses, les amours et les batailles de ces magnifiques créatures. Elle mène aux terribles colères de la nature qui provoquent leur énigmatique extinction. Extinction qui a eu lieu il y a 65 millions d'années. Est-ce que ce monde des dinosaures était très différent de votre monde à vous ? Pas trop, dans le sens où on avait déjà à l'époque, au Paléozoïque, des écosystèmes terrestres complexes, des écosystèmes marins, des écosystèmes d'eau douce. Après, ces extinctions recomposent complètement ces écosystèmes. Donc, quelque part, les mondes passés sont pas différents des mondes actuels, mais ce sont les éléments qui les constituent qui sont très différents en fonction des extinctions. En tout cas, ce que je retiens, c'est que nous sommes des descendants des stégocéphales, dont vous êtes le spécialiste, puisque nous avons 4 membres. Oui, tout à fait. Nos membres postérieurs sont nos jambes, nos membres antérieurs sont nos bras. Visions, c'était José González. Les Saventuriers sur France Inter.
Sébastien Steyer est un paléontologue qui adore la science-fiction. Le monde dans lequel il évolue à travers ses recherches peut nourrir les scénarios les plus fous. Il a d'ailleurs écrit de nombreux livres sur le sujet. On y découvre que les films et les romans regorgent d'espèces imaginaires qui empruntent beaucoup à des espèces qui ont existé il y a bien longtemps. La recherche de traces de vie ailleurs que sur Terre ne le laisse pas non plus indifférent. Alors, Sébastien Steyer, la recherche de fossiles sur d'autres planètes, ça vous intéresse ? Pourquoi pas ? Alors, aujourd'hui, on n'a aucune donnée qui permette d'affirmer que la vie extraterrestre existe. Mais par contre, on peut imaginer que, en fonction du taux d'évolution qu'on observe sur Terre, la vie est très ancienne, la vie elle a à peu près 4 milliards d'années. Elle est apparue finalement assez rapidement parce que la Terre a 4,5 milliards, donc en 500 millions d'années, ce qui est pas si long, on a l'apparition des premières formes de vie, bactéries et autres, qui se développent assez rapidement. Donc on pourrait imaginer que ce soit éventuellement le cas ailleurs et que on aurait plus de chances de trouver des formes de vie extraterrestres fossiles que vivantes aujourd'hui. Vous attendez donc beaucoup des missions martiennes ? Oui, parce qu'on commence en fait à sonder le sol martien avec la sonde que l'on a envoyée il y a quelques mois. Et puis la prochaine aussi va forer un peu plus encore en profondeur dans le sol martien. Et on a peut-être des chances d'observer, pourquoi pas, des sortes de stromatolites, c'est-à-dire des empilements de bactéries ou d'algues et à la fois de sédiments. Alors, rien n'est sûr, mais on peut très bien imaginer en fait d'autres formes de vie sur d'autres planètes à l'état fossile. Vous êtes un fan de science-fiction, vous dites même qu'on peut regarder les films de science-fiction comme des documentaires. Les auteurs de romans, les réalisateurs de films ont proposé 1001 scénarios. Je vous propose un extrait d'Alien, le 8e passager de Ridley Scott. Effarant. Une forme vivante étrangère. Elle a l'air d'être morte depuis longtemps. Fossilisée. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est plein d'objets de cuir comme des œufs ou je sais pas quoi. Attendez, ça bouge. On dirait qu'il y a une vie organique. Voilà, Alien, un intrus qui aurait été récupéré sur une autre planète. Est-ce que les créatures imaginées par les auteurs de science-fiction sont plausibles, Sébastien Steyer ? Alors, tout dépend des auteurs, j'ai envie de dire, mais ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement, comme vous l'avez bien dit, les œuvres de science-fiction comme des énoncés amusants pour expliquer les méthodes scientifiques des différentes disciplines. C'est ce que je fais beaucoup avec Roland Lehoucq, qui exploite en fait la physique, l'astrophysique qui se cache derrière la science-fiction. Moi, de mon côté, j'essaie d'extraire en fait la biologie, l'évolution, la paléontologie dans la science-fiction. Et c'est vrai que des fois, on est surpris par tant d'imagination d'auteurs. Alien, par exemple, est un extraterrestre assez croustillant dans le sens où on a affaire à du parasitoïde, c'est-à-dire un parasite qui tue son hôte en fin de cycle, avec un développement qui est très complexe, très bien détaillé dans la saga, et donc là, on a matière en fait à expliquer ce qui est l'épidémiologie, la biologie du développement, l'évolution, et c'est une saga Alien tout à fait intéressante en termes de diffusion des connaissances. Est-ce que vous pensez que, comme dans Jurassic Park, on pourrait reconstituer des animaux disparus à partir de fragments ? Est-ce que ça fait partie de vos rêves ? Non, enfin pas mes rêves, parce que moi je travaille sur des fossiles très anciens, où il n'y a plus de matière organique. Donc on n'a aucune chance en fait de reconstituer l'ADN comme c'est le cas effectivement dans Jurassic Park. Par contre, j'ai des collègues paléogénéticiens qui travaillent en fait sur des espèces
éteintes, mais qui se sont éteintes assez récemment. C'est le cas par exemple des mammouths, Oui. Dont les restes sont conservés dans les sols gelés sibériens ou ailleurs. Et là, il y a des études qui sont effectuées sur des matériaux génétiques, de la reconstitution en fait génétique, mais pas pour recréer un mammouth vivant, mais pour mieux comprendre l'ADN du mammouth et son évolution du coup par rapport aux autres espèces d'éléphants actuels et fossiles d'ailleurs. Vous qui travaillez sur ces animaux très très anciens, est-ce que vous poursuivez un rêve? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez trouver? Ah, ça c'est une bonne question. J'espère en fait éclaircir cette grande extinction. On ne sait pas exactement comment les écosystèmes sur Terre, sur la Pangée de l'époque, sont fragmentés. On voit en fait que la crise et ce changement global du climat, très drastique, on voit que cette crise-là fragmente en fait les écosystèmes. Mais on ne sait pas encore comment. Et on ne sait pas vraiment quelles sont les espèces les plus impactées. On observe des disparitions d'espèces, mais on ne sait pas encore si ce sont les plus petites ou les plus grandes ou celles qui avaient une vie particulière, peut-être fouisseuse, comme c'est le cas des mammifères pendant l'extinction des dinosaures, même si les mammifères étaient déjà bien développés à l'époque des dinosaures. Donc il y a encore beaucoup de points d'interrogation et j'espère que mes prochaines découvertes permettront d'y résoudre. Et du coup, à quoi ressemblera la Terre dans quelques millions d'années ? Alors on ne sait pas à quoi ressemblera la Terre dans quelques millions d'années parce que on est vraiment dans le domaine de la science-fiction, on est dans le domaine de la biologie spéculative. En fait, ce que nous montre l'évolution des espèces, c'est que on a des phénomènes très aléatoires. On a des brassages génétiques qui génèrent constamment en fait des formes nouvelles qui sont retenues ou pas par la sélection naturelle. Et on peut être au top de l'évolution, être entre guillemets, parfaitement adapté à un environnement, à un certain type de climat, et bam, il y a une météorite qui passe par là et qui redistribue complètement les cartes. Donc il y a trop d'aléatoires dans l'évolution des espèces pour pouvoir la modéliser. Moralité, on évite les météorites. Voilà, moralité, on observe en fait les géocroiseurs, c'est-à-dire les objets météoritiques ou astéroïdes qui pourraient se rapprocher dangereusement de la Terre. Et il y a un programme international aujourd'hui pour essayer de mieux calculer d'abord leur trajectoire. Merci Sébastien Steyer. Merci.